Alors, ne seront pas dans le groupe Haribi Ferrat, qui sont en réat, Ben Raoult aussi qui doit reprendre, Moussa Koné qui est suspendu, et enfin Anthony Briançon qui est à Clairefontaine en rééducation. Et le petit Enzo Philibert s'est fait mal à la cheville mardi avant que j'arrive. Voilà, pour l'état des troupes. Ueda, c'est bon pour lui alors. Comment Ueda, Alors, Ueda, il y a encore un doute. Il a fait une première partie de séance hier, il a fait la deuxième partie de la séance. Apparemment, ça allait. On va discuter avec lui là, justement avant l'entraînement, et on va faire un dernier test ce matin pour savoir si il est du voyage à Dijon. Donc par rapport au Covid, le seul joueur qui est concerné, c'est bien. Ouais, c'est ça. Après là, les tests. Alors là, là, je viens de faire le test. Ils sont en train de se faire tester, donc je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de nouveaux joueurs qui soient touchés par ça. C'est Ben Raoult qui est touché par le Covid. Ouais, mais c'est la fin. Je crois qu'il est en phase. Il doit reprendre, je dis pas de bêtises, le lundi. D'accord. Là, vous êtes quasiment testé tous les jours. Ben, moi, je suis là depuis 2 jours. J'ai été testé 2 fois, ouais, effectivement. J'ai été testé mercredi et aujourd'hui. Et Ueda, c'est pourquoi le test? C'est parce qu'il a repris plus tard ou... Non, il était cas contact. Donc il est resté à l'isolement au début de la reprise. Il a été testé, tout va bien, donc il a pris un peu de retard par rapport à ça, mais il n'y aura pas d'incidence par rapport au Covid sur lui. Donc ça n'a pas trop perturbé les séances quand même, tout ça. Il faut faire en sorte que ça fasse partie de notre quotidien aujourd'hui. Donc on n'est pas les seuls touchés par ça. Il y a tout le monde entier qui est touché par ça, tous les clubs. Donc il faut être réactif, il faut être vigilant. Il ne faut pas oublier la santé des uns et des autres. Mais bien sûr que c'est embêtant. Mais à partir du moment où on est embêté par ça, mais qu'on est tous embêtés par ça, donc on s'adapte. Vous avez dirigé 2 entraînements depuis que vous êtes arrivé. Ouais. Oui, ça fait 2-3 ce matin. Ouais. Vous avez senti quoi? Ouais, alors comme je l'ai dit en conférence de presse lors de mon arrivée, je m'appuie sur le staff, sur Christophe, sur Chagoyer, puis sur aussi Aurélien. Enfin, j'ai beaucoup d'échanges avec le staff technique. Donc on a mis en place les séances ensemble. Christophe s'est occupé de l'animation. Je suis intervenu que de façon sporadique pour le moment. Ce matin, on fera certainement la même chose. J'interviendrai peut-être sur la dernière séquence de jeu pour mettre en place certaines choses qu'on imagine pour demain. Mais je suis quand même si le match arrive vite, je suis dans une phase d'observation, en sachant que j'ai toute confiance au staff qui connaît très bien le groupe, donc je m'appuie surtout sur eux. Vous avez observé quoi par rapport à la fédération? Il y a de la qualité sur le plan technique. Je trouve que ce que j'ai vu c'est intéressant. Maintenant, il n'y a rien de tel que la compétition pour voir les vertus d'un groupe. Quand on parle de groupe, de caractère à l'entraînement, c'est difficile en 48 heures de voir la faculté de résilience des uns et des autres. Donc j'espère que dès demain soir, j'aurai quelques réponses à ce que j'attends. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on imagine avoir une équipe de caractère qui est capable d'agir et qui est capable aussi de réagir, je vais insister bien entendu sur la préparation du match, sur le plan tactique, sur toute la stratégie qu'on mettra en place, mais surtout sur les attitudes. Voilà, j'attends des attitudes bien précises des uns et des autres. J'ai pu leur en parler et je le rappellerai demain lors de la causerie. Oui, pour l'instant, vous savez que tu rappelais que tu es arrivé mardi ou mercredi. Mercredi, le match c'est samedi. Ouais. En 3 jours, ça y est, tu es plongé dans un nouveau monde. Ouais. C'est passé, ouais, il me manque à peu près 6-7 heures par jour. Là. Il faudrait des journées de 30 heures, mais bon, c'est pas possible. J'ai demandé, mais c'était pas possible. Donc, non, il faut aller vite. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se pencher et réfléchir. Mais la priorité, c'est le groupe et le staff. Voilà, le staff et le groupe pour justement préparer ce match. Parce que le plus important, c'est la préparation des matchs et faire en sorte d'aller chercher un résultat dès demain à Dijon. Justement, sur un premier match, tu ne peux pas déjà avoir mettre ta patte, tout changer. Mais qu'est-ce que tu attends? Ça va être surtout sur le combat, tu en as beaucoup parlé. Ouais, non. Enfin, le combat, c'est important. Mais c'est un mot qui est galvaudé. C'est un collectif. Hein, ouais,
être dans le combat ou être dans les valeurs justement de caractère, c'est aussi faire preuve de maîtrise avec le ballon, être capable quand on a du caractère de prendre des risques offensivement, être capable de prendre des initiatives, être capable de sortir de son rôle, d'avoir un dépassement de fonction pour certains joueurs. Donc j'insiste encore sur les attitudes. Quand on arrive, on a envie de voir certaines choses et c'est un peu la base de tout, quoi. Pardon. Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu apportes du coup donc, un cycle de temps en fait. Ce que j'apporte, c'est difficile à dire. Modestement, j'essaie très rapidement que les joueurs soient en éveil. Et que, en gros, sur la préparation de Dijon, j'ai posé quelques questions à des jeunes joueurs pour savoir tout simplement s'ils connaissaient cette équipe, quel joueur jouait à tel poste, quelles étaient les stats aujourd'hui de Dijon, enfin, des questions qu'on peut poser à des jeunes joueurs. J'aime bien faire ça durant mes mandats dans les clubs. J'ai besoin que les joueurs s'intéressent au football. Voilà, j'ai besoin que les joueurs regardent nos adversaires, j'ai besoin qu'ils communiquent. Alors aujourd'hui, on sait que la jeunesse, ils ont des codes, ils ont des habitudes, il faut respecter ça, mais c'est important aussi de parler de son métier, de sa passion, donc c'est important qu'il y ait des échanges pour leur donner un maximum d'informations sur l'adversaire qu'on va jouer demain soir. Et alors, ils connaissaient Dijon? Ouais. Alors je vous fais une confidence, j'ai posé des questions au petit Mamad Doucouré qui a répondu à toutes mes questions et j'ai été très surpris parce que je l'avais fait auparavant à Châteauroux, ils étaient passés complètement à côté, donc c'est bien que... 20 sur 20. Ouais, 20 sur 20, c'est ça. En plus, on est dans une salle de classe, donc... C'est le rôle. Comment s'est passée la rencontre avec les joueurs? Comment elle s'est passée et quelle relation vous mettez avec les joueurs en tant que coach? Aujourd'hui, je ne peux pas parler des relations que j'ai avec les joueurs. Oui, alors là, je suis très attentif sur l'épanouissement des joueurs et du joueur quand je parle d'individus. Et donc, il est important pour moi que pour le joueur ait des capacités maximum dans son métier, il faut qu'il soit épanoui en dehors. C'est-à-dire que je suis très attentif quand je vois arriver un joueur, selon la tête qu'il a, selon l'attitude qu'il a, la démarche qu'il a. On peut de temps en temps, sur le langage corporel, avoir des informations, savoir si le joueur est bien ou pas. Donc je suis quelqu'un de très proche des joueurs, mais avec quand même une barrière assez importante. Voilà. Je ne suis pas copain avec les joueurs, c'est pas mon style de fonctionnement. Mais par contre, mon téléphone reste ouvert en permanence si jamais il y en a un qui a un problème. Et puis l'idée, c'est ça aussi c'est facile de dire ça, c'est d'avoir beaucoup de franchise et de transparence dans les discours qu'on peut avoir avec eux, et c'est de ne pas mentir aux joueurs, voilà, parce qu'il ne faut pas mentir aux joueurs. S'il y a un joueur qui ne joue pas pour différentes raisons, il faut lui dire la vérité telle qu'elle est, quoi. Par rapport à ce que vous avez vu aux séances d'entraînement, ouais. Est-ce que ça correspond aux résultats que vous avez vus, puisque vous avez vu quasiment tous les matchs? Alors la difficulté, c'est qu'au sein de l'entraînement, il n'y a pas l'adversaire. Il n'y a pas le rapport de force qui est installé le samedi à 19h. Donc effectivement, j'ai vu des joueurs que j'avais trouvé performants lorsque je regardais en simple spectateur les matchs du Nîmes Olympique. Je trouve qu'il y a de la qualité, mais comme il y a de la qualité chez nos adversaires, on va voir déjà dès demain ce rapport de force-là, puisqu'on va jouer une équipe qui avait l'ambition au début de saison, qui a toujours peut-être l'ambition de monter en Ligue 1, et aujourd'hui ils ont 23 points comme nous, donc ils ont manqué leur début de saison. C'est deux trajectoires qui sont un peu similaires, c'est deux équipes qui viennent de descendre, donc ça va être, bien entendu, je tirerai des enseignements. Je ne vais pas tirer des conclusions sur le match de demain, mais je vais tirer des enseignements. 3 jours, ça suffit pour mettre en place un plan de jeu pour demain? C'est court, mais il y a quand même... L'idée, c'est de ne pas les inonder de consignes, mais c'est simplement définir 2-3 consignes sur le plan défensif et 2-3 consignes sur le plan offensif pour justement essayer de mettre en difficulté cette équipe de Dijon. Et je le répète encore une fois, le staff technique est là justement pour m'épauler et pour faire passer des messages aux joueurs. Quelle faiblesse vous aviez vu effectivement à travers les matchs Manque de caractère. Bon, c'est le moral, c'est mental, il y a une peu de mentalité, de fragilité mentale. Un peu de... Pas de fragilité mentale, mais j'ai senti en regardant les derniers matchs, il n'y avait pas de la lassitude, mais il y avait pas. J'ai parlé de résilience. Voilà, je trouve que c'est un mot qui colle bien quand on est un compétiteur. C'est-à-dire la résilience. L'exemple, c'est le dernier match de la 19e journée. Si je dis pas de bêtises, il y a eu
Quevilly ou Quevilly-Caen, il y a eu 2-2, Quevilly marque 92-93. Ça, c'est la preuve que cette équipe a des capacités mentales. Donc il faut que nous, on soit capable aussi de réagir dans les matchs, qu'on soit capable de renverser des situations, ou alors d'aller chercher justement d'agir et de suite essayer de poser des problèmes à l'adversaire. Vous avez l'impression que cette équipe lâche vite dès qu'il y a un problème? Ouais, c'est justement, quand on parle d'attitude et de force mentale, ça rejoint ce que vous dites là. Après, très honnêtement, quand on est assis sur une chaise, on peut dire beaucoup de choses. Donc vraiment la première réponse, ça sera demain à 19h. Et je pense qu'on a tous l'envie de performer. Comment c'est ça le caractère? Oui, parce que ça se Comment commence ça à travaille? Parce qu'autant à la technique, on peut dire, une fois que tu as le ballon, tu préfères que tu le mettes là que là. Mais La communication, les attitudes que nous on peut avoir, le staff et moi en particulier, les messages qu'on fait passer sur le terrain. J'ai pas beaucoup parlé sur le terrain, j'ai parlé un peu dans la salle, on a un peu discuté. La semaine prochaine, je commencerai des entretiens individuels pour faire un petit bilan avec chaque joueur. Mais nos attitudes doivent permettre de changer justement les attitudes du collectif. Voilà, par des paroles, par des gestes et par l'investissement qu'on peut mettre dans des séances d'entraînement. Quel est ton regard sur Dijon? Je sais que t'es affiché comme l'un des grands favoris, finalement, c'est une déception, mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de qualité dans cette Il y a beaucoup de qualité. Il y a beaucoup de qualité sur le plan individuel. Il y a un entraîneur d'expérience. Ils ont démarré mal la saison. Ils ont eu aussi un changement d'entraîneur parce que Patrice Garand est arrivé après la reprise. Alors je ne sais pas à quelle journée il est arrivé, mais si je prends le dernier match qu'ils ont fait à Nancy, ils ont été très bons. Voilà, très bons. Donc il faut être sur nos gardes et on connaît les forces de cette équipe, l'organisation. On sait les joueurs qui peuvent faire la différence. Ils ont des joueurs offensifs de qualité, ils ont des joueurs d'expérience. Donc effectivement, c'est un groupe costaud, quoi. Sur les 7 prochains matchs, à part Pau, Nîmes affronte toutes les équipes qui sont de terre hier. Ouais. Donc c'est là que va se jouer le maintien. Est-ce qu'après ces 7 matchs, on sera fixé ou... Je vais avoir une réponse très simple. On joue demain à Dijon. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas projeté sur le calendrier, sur des projections de courbes. Non, c'est Dijon. Voilà, Dijon. Et après, on pourra évoquer la suite, mais je ne vais pas vous faire des phrases de bateau. C'est le plus important, c'est le match qui arrive. Et je suis impatient et j'espère que les joueurs sont impatients de retrouver la compétition, même s'ils l'ont quitté il n'y a pas longtemps. Moi, je sais que ça fait longtemps et j'ai hâte. On t'a pas posé la question au moment de la présentation, mais quelles sont un peu tes sources d'inspiration dans le football? Je crois savoir que tu aimes bien un entraîneur un peu énergique et tonique. Ouais, c'est vrai que je me suis imprégné des gens avec qui j'ai travaillé. Aujourd'hui, il y a un entraîneur de qui je me sens très proche, c'est Philippe Montagnier à Toulouse, parce que j'ai vraiment de très bons rapports avec lui. Ça a été mon tuteur, donc on s'est rencontrés de nombreuses fois à Sedan. Et ensuite, au niveau des entraîneurs que j'aime beaucoup, il y a Marcelo Bielsa. Effectivement, j'ai eu l'occasion, vu que j'étais inactif, d'aller quelques fois à la commanderie et j'aime beaucoup ce que dégage Jorge Sampaoli. Après, je suis comme tout le monde, il y a des références absolues comme Guardiola, comme Klopp, mais ça va pour moi comme ça va pour les aficionados du football, quoi. Bon, ça veut dire que tu vas t'asseoir sur une glacière ou mettre des coups de tête? J'ai pas compris. Tu vas t'asseoir sur une glacière Non. ou tu vas mettre des coups de tête Non, m'asseoir sur une glacière, non. Elle est peut-être trop haute, la glacière, parce que je suis pas très grand. Mais par contre, ça peut m'arriver de temps en temps d'avoir des petits moments de colère, quoi. Mais je ne suis pas rancunier. Donc ça peut monter, mais ça redescend vite. Justement, pour revenir un peu sur ton parcours et ton enfance, tu allais vers le foot parce que tu étais dans une famille de footballeurs. Comment ton rapport avec le foot est arrivé petit? Tu disais que tu étais rentré dès le début tard. Ouais, mon grand-père était au comité directeur de l'Olympique de Marseille, alors ça remonte dans les années 80. Il était président de la section amateur quand l'OM a gagné la Gambardella et le championnat national cadet. Et donc il s'est retrouvé 4 mois président de l'OM. Alors il ne porte pas le même nom que moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le rapprochement. CETA. SE2TA, il a été président pendant 4 mois, à l'époque où le club a failli déposer le bilan. Et ouais, c'est ça, et ils sont repartis avec les minots, les jeunes du centre de formation. Et donc, voilà. Donc j'ai traîné dès mon plus jeune âge. Alors il y a un nouveau confrère, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, il a dit que j'étais né le 1er mai.
Là, le 1er mai, les mairies sont fermées. Donc j'ai eu ma licence à l'OM avant d'être déclaré à la mairie. Voilà, donc pour l'anecdote. Donc j'ai baigné dedans très vite. Et mon grand-père qui a commencé à me mener à mes entraînements, à partir du moment où j'ai signé ma licence en Poussin, il a été retiré du club. Voilà, alors je sais pas, il y a peut-être un conflit d'intérêt, mais bon, Poussin, il aurait pu rester encore un peu quand même. Et tes idoles de joueurs à cette époque? Maradona. Ouais, Maradona. J'aime beaucoup l'Amérique du Sud. J'aime beaucoup les entraîneurs sud-américains et j'étais un fou de Maradona. Tu en mets qui viennent, t'as failli venir. Exact. Et ouais, j'ai beaucoup. Et après, c'est pas difficile d'aimer Maradona quand on aime le football. Après, en tant que Marseillais, un profond respect pour Zinedine Zidane, qui est pour moi une référence absolue en tant que joueur et en tant qu'homme. Et juste du coup, donc tu as eu une fois l'occasion en tant que joueur de venir à Nîmes, tu le disais, mais en 2014, quand José Pasqualetti vient, est-ce que tu peux en dire plus? Tu aurais pu venir aussi ou... Quand José se fait virer de Istres, alors qu'on n'était pas relégable, il était en fin de contrat au mois de juin, c'était le 24 mars. Dès qu'il s'est fait virer, dans le quart d'heure qui a suivi, je suis allé voir la direction pour démissionner. Donc il y avait une relation très forte avec José, effectivement. Et l'idée, effectivement, c'était qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Quand il a eu le contact avec Nîmes, il m'a appelé de suite. Donc très sincèrement, je m'étais vite projeté dans ce club et j'aurais été ravi de venir à cette époque-là. C'était en 2014. Mais à l'époque, il y avait un adjoint qui avait déjà signé au club avant que José n'arrive. C'était Hakim Malek qui était déjà au club avant José. Donc ça n'a pas pu se faire. Après, très sincèrement, ça a été une bonne chose pour moi parce que derrière, je me suis retrouvé dans un club très impactant qui est le groupe sportif Consola. Là, j'ai lancé ta carrière dans ta... Exactement. Puis quand on travaille dans un club comme ça, on est dans le dur de suite, quoi. On est dans le très très dur même. Donc j'en garde que des très bons souvenirs, qu'une aventure humaine incroyable et des conditions de travail. Enfin, j'ai même le souvenir d'avoir fait des veilles de match sur des parkings, quoi, parce qu'on n'avait pas de terrain et parce que c'était difficile, parce que là, Marseille n'a pas beaucoup d'installations sportives. Donc je me suis fait en tant que numéro 1 à Consola, mais les 7 ans passés à Istres, et particulièrement les 4 ans avec José, ont été très importants pour moi. Mais c'est vrai, plus petit budget, Consola. Est-ce que tu étais monté de N2 à N1, c'est quoi? Non, on était en national, moi je suis arrivé pour le maintien, et les 2 années après, on a failli monter en Ligue 2. C'est ça. Ouais, voilà. Mais quand le 4e, j'ai vu 600 000 € de budget, c'était... Ouais, 600 000 encore. C'était le plus petit en tout cas. Ouais, c'était le plus petit budget, mais comme dans toutes les villes, que ce soit Nîmes, que ce soit Marseille, c'est une grosse agglomération, il y avait beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, et des joueurs aujourd'hui, je peux parler de Youssouf N'Changama, de Oumoud Bozok, que vous avez eu ici, de Faïs Selemani, de Julien Lopez, aujourd'hui qui est au Paris FC. Enfin, voilà, grâce à ce club, ça a servi de tremplin. Voilà, ça a servi de tremplin à des joueurs et à l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Il y avait le Coupe de France aussi, quelques aventures en Coupe de France. Ouais, on est allé en 16e, je crois. Mais il y avait un contexte aussi social. C'est-à-dire qu'on a attiré les projecteurs à cette époque-là, parce qu'il y avait un contexte particulier, c'était à l'époque des attentats, il y avait beaucoup... Et il y avait un côté social dans ce club-là, et c'était au départ un club social. C'est-à-dire qu'à Consola, quel que soit, quand on est enfant, tout le monde était pris dans ce club. Qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit petit, qu'on soit bon, qu'on soit pas bon, l'idée du président c'est de prendre tout le monde. Donc au niveau de la formation à Consola c'était difficile, mais par contre il y avait beaucoup de joueurs dans la région et on a eu le nez creux de prendre les joueurs qu'il fallait pour vivre cette aventure là. Et sur un terrain en bord de l'autoroute. Ouais. Et encore c'était le meilleur terrain de tous. Après le Vélodrome. C'est pour ça que quand on arrive à la Bastide et qu'on est à Nîmes Olympique, on est super heureux. On ne se plaint pas parce qu'il y a un robinet qui est cassé ou parce qu'il manque un truc au faux plafond, quoi. On s'en fout royalement.